Bonjour, bienvenue dans cette table ronde consacrée à l'observance médicale. Alors, l'observance médicale, thème récurrent en matière de télésanté. Tout d'abord, c'est parce qu'il y a des enjeux importants pour des patients qui ne prennent pas leurs médicaments de la bonne manière, à la bonne heure, ou pour qui ne suivent pas ce que leur est demandé de faire leur médecin. Et puis, ou alors des patients qui peuvent aussi confondre des médicaments ou qui ne voient plus l'intérêt de prendre telle ou telle prescription. Il y a donc des vies en jeu. Et puis, il y a aussi un coût économique majeur, puisque le coût de la mauvaise observance médicale, rien que pour la France, serait de 9 milliards d'euros chaque année. C'est énorme, 9 milliards d'euros. Alors, comment est-ce qu'avec la télésanté, la télémédecine, on peut modifier la donne, faciliter tout d'abord la vie des patients, c'est principal, et puis aussi faire des économies au système de santé. On va essayer de voir ça avec le docteur Eric Couet qui est à mes côtés, qui est médecin généraliste et qui a fondé l'association Connected Doctors, qui développe des nouvelles pratiques de santé, qui fait la promotion aussi de la télésanté auprès de ses confrères. Gabrielle Rosario, qui a le travail au sein du cabinet Deloitte en Afrique du Sud, qui a fait un long voyage, et on la remercie de venir ici jusqu'à Castres. Elle travaille au sein du département Sciences et Bien-être avec une spécialisation en santé connectée. Elle va nous expliquer la situation en Afrique du Sud et ce qui est développé pour arriver à une meilleure observance médicale. Adrien Rousseau est ici. Je disais tout à l'heure que c'était le gendarme qui était autour de la table. Alors Adrien Rousseau, il représente la CNIL, la Commission informatique et liberté. Et bien sûr, la CNIL regarde de très près ce qui se passe en matière de grosses données de santé personnelle et surtout de sécurité de ces données de santé. Puis on a également la chance et le plaisir d'avoir avec nous deux invités qui nous viennent du pays, du soleil levant, du Japon. Le professeur Hiroyuki Takao, alors j'espère que je prononce bien, qui est professeur... Merci, qui est professeur associé à l'université JK de Tokyo. C'est une université de médecine qui est également rattachée à un hôpital. Et puis il a beaucoup travaillé pour le ministère de la Santé japonais. Et puis Kenji Yoshida de la société ALLM, lui, il développe des applications, entre autres, d'organisation de soins pour le personnel médical, paramédical, avec la possibilité d'échanger des informations et d'établir un meilleur suivi médical des patients. Donc, on verra tout à l'heure en images ce qu'ils ont développé tous les deux au Japon. Et vous verrez que finalement, ils ont beau être à l'autre bout de la planète, les problématiques sont aussi les mêmes et les outils qu'ils développent sont en train, se rapprochent également de ce qui est développé ici ou sur d'autres continents. Je me tourne dans un premier temps vers le docteur Eric Couet. J'allais dire, ça fait plaisir d'avoir ici un généraliste avec nous. Ces généralistes qui prennent part à ces tables rondes sont rares. On a souvent beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins d'hôpitaux, peu de médecins de ville ou de médecins généralistes. Un petit mot peut-être sur Connected Doctors en un mot. C'est quoi? C'était une association au départ, puis ça a évolué comme projet, vu qu'il y a un bon succès. Alors on était parti, on avait eu l'ambition de regarder un petit peu ce qui se passait sur la santé connectée. On avait envoyé une petite capsule. Alors c'est qui on? Des professionnels de santé, des avocats, des professionnels de santé qui s'intéressaient à la santé connectée ont eu l'idée de s'associer et de se dire on va un petit peu se baigner dans ce milieu-là, et on a envoyé une petite capsule, un petit Soyouz qui s'appelait Connected Doctors pour voir l'état des lieux un petit peu de la santé connectée en France. Et on s'est aperçu que ça s'est mis à bouger relativement rapidement. Et donc tout de suite, on a évolué, on a fédéré des professionnels, des pharmaciens, des avocats, des biologistes, des hospitaliers. Et on a vite évolué sur la partie média, parce qu'on s'est vite aperçu qu'il y a beaucoup de choses qu'il se faisait sur la santé connectée, qui se disaient beaucoup n'importe quoi, et on a voulu utiliser un petit peu Connected Doctors pour pouvoir labelliser et un petit peu cliver le discours. Ouais, vous aviez beaucoup, vous aviez des posts, il y avait beaucoup d'avis, d'articles, de professionnels, de santé ou autres, sur un site qui s'appelait Connected Doctors. On échange des bonnes pratiques, on essaie de promouvoir d'autres pratiques en matière de santé connectée. On a surtout essayé d'évangéliser la santé connectée et surtout de la professionnaliser, parce qu'on s'était dit, c'est pas une affaire d'industriel, c'est pas une affaire de fabricant, la santé c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, le patient, le médecin, les professionnels de santé, donc on avait vraiment envie de labelliser un petit peu tout ça. Et puis ça a évolué, et puis les choses se sont potentialisées, on a commencé à discuter avec des startups, on a commencé à avoir des contacts à l'étranger, et on a voulu essayer de faire un petit peu la Bible de la santé connectée sur The Connected Mag, et on est très content du résultat. Et deux associations, vous êtes devenus aujourd'hui société, avec quelle ambition et quel business model derrière? Alors on est une start-up qui est basée à Sophia Antipolis, et on a l'ambition d'essayer
essayer de parler de tout ce qui se passe dans les 9 mégapoles de la French Tech. On a des contacts à Montpellier, à Nice, à Angers, à Rennes, donc à Paris. Et donc on a envie de parler de ce qui se passe vraiment, d'expérience médicale pure, de Living Lab, quand on a parlé avec Daniel Laune à Montpellier hier, de parler concrètement de l'expertise 3.0 de la santé connectée. Alors si on veut parler concrètement, moi je propose de rentrer dans le cabinet cette fois-ci du médecin généraliste. On a beaucoup parlé d'observance et de l'enjeu et à la fois de santé pour les patients qui arrêtent de prendre des médicaments, qui ne veulent plus prendre des médicaments, qui se trompent d'heure ou de manière de les prendre, mais aussi pour le système de santé. 9 milliards par an, c'est pas rien en termes d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de patients qui utilisent des objets connectés qui modifient leur comportement en la matière ? Alors, beaucoup non, je suis rendu pratiquement à 100, hein, j'ai 100 patients. C'est pas rien non plus. Oui, mais c'est bon, on avait commencé petit, mais ça grossit. Et puis le fait d'en parler, les patients sont très... ils ont le temps, ils ne sont pas comme nous, les professionnels de santé, ils sont toujours sur les réseaux, ils sont toujours sur Internet. Donc moi, je voudrais dire deux ou trois choses. L'observance, c'est la plupart du temps, la non-observance, c'est l'oubli du médicament. Les deux autres causes, c'est le changement de traitement et généralement la mauvaise communication qu'il peut y avoir entre le professionnel de santé et le patient. Alors l'oubli, la santé connectée peut nous apporter quelque chose d'assez fantastique. Il y a un sondage qui a été fait et qui a montré que le pilulier connecté était vraiment plébiscité par les patients. Donc il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle canadien, il y a Medacup. Donc il y a vraiment des choses qui sont vraiment importantes sur l'oubli. Ça, c'est la première cause de non-observance. Alors ensuite, là, l'objet connecté peut avoir vraiment un potentiel énorme. Ça se traduit de quelle manière, justement, l'objet connecté dans votre pratique? Alors, ma pratique médicale, j'y viens. Donc après, il y a dans ma pratique médicale l'utilisation des objets connectés en consultation, que moi, je fais depuis un an et demi. Ça permet de visualiser les résultats avec le patient, d'avoir un nouveau contrat social avec lui, d'essayer de discuter un petit peu ensemble du traitement médical. Ça m'a apporté, l'apport des objets connectés m'a apporté une modification de ma pratique médicale. J'ai du temps médical gagné, je peux discuter un petit peu plus longtemps avec mes patients. Et je pense que ce qui est important dans l'objet connecté lui-même, dans la consultation, c'est qu'on ait plus de temps pour essayer de rédiger l'ordonnance. Je pense que les objets connectés vont nous permettre de se concentrer sur notre rédaction de l'ordonnance, puisque obligatoirement, la non-observance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement de traitement ou une mauvaise éducation, un mauvais contrat social entre le médecin et le patient. Éric, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple concret de patient que vous suivez, qui vous a fait remonter des informations, qui vous ont fait repenser ou réexpliquer le traitement médical que vous avez pu lui donner ? Alors on s'est fixé une base, je prends sur l'hypertension et le diabète, on s'est fixé des bases avec les patients, on a dit voilà, tu achètes ton objet connecté et on va avoir tous les 3 mois un deal ensemble et tu vas m'envoyer tes données si vraiment c'est important. Donc à changement de traitement ou comme le patient vient tous les 3 mois, les automesures qu'il va faire à la maison sont quand même beaucoup plus, il y a plein de thèses qui ont montré que les automesures tensionnelles avec des protocoles qui sont bien établis par les sociétés françaises de cardiologie, 3 mesures à intervalles réguliers, étaient vraiment fiables. Donc ces patients-là m'envoient régulièrement des mails. Alors c'est sous forme de mail pour l'instant, puisqu'obligatoirement on n'a pas l'interface entre les objets connectés et le logiciel médical, mais ils m'envoient sous forme de mail leurs données, ce qui me permet, moi, d'avoir quelques alertes qui peuvent être vertes, rouges ou jaunes. Quand c'est vert, il ne m'envoie pas de mail. Quand c'est jaune, qu'il y a plusieurs données qui sont un petit peu pathologiques, il m'envoie le mail et moi, je réagis derrière. Donc, il y a vraiment une interactivité qui est assez intéressante sur le diabète et l'hypertension. Il n'y a pas un risque quand même d'effet pervers pour le patient, à force de se mesurer, de s'auto-mesurer tous les jours, de vous envoyer les données, de devenir soit hypochondriaque, soit de s'alarmer de données qui pourraient bouger d'une semaine à l'autre? De toute façon, il existe déjà des tensiomètres qui n'étaient pas connectés. Donc, le fait que ça soit connecté ne va pas les rendre plus hypochondriaques qu'avant. Les gens ont eu l'habitude de s'auto-mesurer. Mais là, ce qui est important, la valeur ajoutée, c'est la donnée, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, d'avoir cette relation à 3, alors le médecin, le patient et la donnée médicale. Ça ne les rendra pas plus hypochondriaques, il y a toujours eu des hypochondriaques. Ouais. Vous dites qu'il y a quand même un nombre de patients qui est important chez vous, qui utilisent des objets connectés. Je suppose que vous les poussez aussi là-dedans. Vous recevez leurs données par mail ou autre, et vous les montrent. Vous pouvez adapter tel ou tel traitement pour avoir une meilleure adhésion au traitement de la part du patient et une meilleure observance. Là, aujourd'hui, pour vous, l'étape, c'est d'aller même au-delà. Alors, vous travaillez avec la toute nouvelle cité de l'objet connecté qui est à Angers. Vous voulez tester des choses en Fab Lab, toujours pour améliorer la santé et l'observance des patients.
Alors en Fab Lab, oui, on a l'ambition de faire travailler les étudiants avec les objets connectés pour pouvoir évaluer d'abord ces objets et aussi inventer la pratique médicale de demain. Donc c'est la première partie. On va le faire sur Angers, on va le faire sur Nice, on va le faire sur Montpellier. Et c'est vrai que ces étudiants pouvant tester les objets et les usages, comme l'a dit Carlos ce matin, ça va nous permettre d'amener ces futurs médecins à imaginer la pratique médicale de demain. Donc ça, c'est un travail en amont. Mais on a aussi un travail, je dirais, en live, dans le Living Lab, qu'on a prévu, c'est-à-dire d'essayer de mettre les patients, les médecins, les infirmiers, tous les professionnels de santé dans des espèces de jeux de rôle, hein, de jeux de théâtre, où ils vont pouvoir expertiser les objets et pouvoir aussi, inventer la pratique médicale de demain. La pratique médicale de demain, quelques mots pour vous en tant que généraliste. Vous l'imaginez de quelle manière, quelle grande différence par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? Ces objets offrent vraiment une occasion énorme de faire de la médecine, je dirais, prédictive, personnalisée et puis curative précoce. Alors prédictive, je donne un exemple concret, l'insuffisance cardiaque. Quelqu'un qui prend 5 kilos dans la semaine et puis que vous n'avez pas l'alerte, vous le voyez arriver dans votre cabinet, essoufflé, et généralement ça se termine par une hospitalisation. Donc médecine curative, tardive, obligatoirement hospitalisation, coût, morbidité beaucoup plus importante. Et là, les objets connectés jouent. Oui, avec une alerte, une personne qui a une balance connectée qui envoie l'alerte et qui prend 1 kilo par jour pendant 3 jours. Chez quelqu'un qui est insuffisant cardiaque, l'alerte se déclenche, le médecin est prévenu ou l'infirmier ou l'infirmière appelle le médecin, on augmente les diurétiques. Donc on est sur de la médecine la curative précoce, et puis sur la médecine prédictive, sur le diabète ou l'hypertension, le fait qu'il y ait beaucoup d'automesures et qu'il y ait vraiment des résultats d'une surveillance, on va pouvoir prévoir, être prédictif et ultra personnalisé, parce que chaque personne a une morbidité personnelle. Et sur cette médecine que vous imaginez prédictive, personnalisée derrière, est-ce que vous pensez que le fait d'être prédictif et personnalisé amènera une meilleure adhésion, observance réellement des patients ? Le patient, il est demandeur, il demande que ça. Il est complètement absorbé par sa maladie, il a envie de... Vous savez, la relation médecin-patient va complètement changer. Avant, c'était une relation à deux ou tout seul, le médecin décidait. Après, il y a eu l'arrivée des ordinateurs et puis d'Internet, donc on était... le forum, là on arrive avec le patient qui arrive avec ses données médicales en consultation. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant pour le médecin. C'est vrai qu'il est un petit peu paumé au départ. Mais bon, là on est vraiment, au contraire, je pense que c'est vraiment un deal qui est vraiment intéressant. Et c'est un nouveau contrat social qu'on va faire avec le patient. Et vous êtes encore très très minoritaire à penser de cette manière parmi les généralistes. Il y a tout un travail d'évangélisation qui ne va pas être simple à mener. Ah mais ça avance bien, moi je suis très confiant. En plus on a un réseau de professionnels hospitaliers, les étudiants qui sont vraiment intéressés par le projet. Je pense que la professionnalisation de la santé connectée est vraiment un sujet qui m'est cher. On ne peut pas laisser, même si les industriels et les fabricants sont vertueux, l'écosystème ne pourra être pénétré que par des professionnels de santé qui seront les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les patients. Il faut qu'on se remette. Le patient est impatient, on peut dire les choses. Il a envie que ça démarre, la santé connectée. Donc il faut qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on soit vraiment en living lab avec le patient et qu'on commence à travailler. Je pense que les professionnels de santé sont vraiment demandeurs, ils vont suivre. Ouais, juste pour clore, tout à l'heure on avait une mutuelle qui disait notre rôle va complètement être révolutionné. Il est déjà révolutionné par les objets connectés. On sera plus simplement des compléments pour payer l'acte. On doit avoir aussi un rôle de prévention, d'accompagnement, de conseil, d'éducation auprès du patient. Est-ce que là aussi le rôle du médecin n'est pas en train de changer, ou en tout cas on va appuyer sur d'autres terrains qui sont peut-être moins mis en évidence aujourd'hui? On va beaucoup chez le médecin pour demander à être soigné, bien évidemment, et ressortir avec une boîte de médicaments, parce que quand on sort avec des médicaments, on est toujours mieux soigné. Est-ce que ça ne va pas changer pour avoir un médecin qui est plus dans le suivi, plus dans la prévention, l'accompagnement, et peut-être moins dans le soin, je veux dire, cliché tel qu'on l'imagine aujourd'hui? Surtout le système français n'est pas anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on est dans le tout curatif gratuit. Vous êtes en France, vous êtes en arrêt de travail, vous êtes payé, vous allez à l'hôpital, vous ne savez pas combien ça coûte, on ne vous envoie même pas de facture factice. Donc dans les pays anglo-saxons, ils ont des mutuelles qu'ils payent très cher, donc ils ont eu l'habitude, culturellement parlant, d'être dans le prédictif et dans le préventif. Donc c'est une révolution culturelle chez les patients, c'est aussi une révolution culturelle chez les professionnels de santé qui vont avoir leur rôle, comme vous l'avez dit, qui vont changer. On va être vraiment des conseillers, des communicants et surtout des accompagnants. Et la partie expertise médicale est toujours là, mais on devra quand même être, je dirais, notre rôle va complètement changer puisqu'on va être vraiment en face de patients experts. Donc si on veut vraiment garder l'expertise,
notre rôle de soignant va énormément changer. Alors on voit comment les rôles de soignants sont en train de commencer à changer en France, avec tout l'enthousiasme de médecins comme Eric Couet. J'ai envie de me tourner vers Gabriela Rosario. Est-ce qu'en Afrique du Sud, on se pose les mêmes questions, ou est-ce que dans un système plus libéral, vu depuis la France, finalement, on a une meilleure observance et des patients qui font attention à ne pas trop dépenser, à bien prendre leurs médicaments qu'on leur donne et à faire des économies pour le système de santé? Well, I'll say that South Africa is one of the most highly regulated healthcare systems in the world. So innovation is really difficult because you're working within so many limitations. If we look at compliance and if we look at adherence to medication, there's almost the very start of it is about information dissemination. And our market is, our patients are a lot more dependent. There's still the patriarchal model of healthcare and a lot more dependence on the system, particularly in the public sector. And you'll find that the way that the communication is delivered is a lot more unsophisticated. We use simple technologies like SMS and USSD to measure whether people are actually responding to their medication, and that is incredibly enabling. The beauty of it, though, because of its simplicity, is that it actually is a reliable source for people, and you'll find that they'll use the technologies a lot more, perhaps in more sophisticated environments, because it's part of the whole healthcare solution. Ça veut dire que les questions qu'on se pose, nous, ici, les questions que l'on se pose ici, vous entendiez tout à l'heure, finalement, sont peut-être moins posées en Afrique du Sud aujourd'hui? I think they definitely are. I think if we look at the role of the empowered patient or the e-patient, that is a worldwide trend. And whether we're in a developing market or a developed market, I think any initiative that's working on raising consciousness of one's own health and accepting responsibility of one's own health is an imperative, regardless of where you are or your maturity as an individual. Alors si on est sur un problème véritablement international de l'observance médicale, est-ce que vous pouvez nous décrire des exemples concrets d'outils, de règlements ou d'applications développés en Afrique du Sud pour aider à cette meilleure observance? I think just to remember that we're incredibly divided. You've got your public and private healthcare, and in the private sector it's a very small percentage. Our public sector serves about 85% of our population. So in the private sector it's a lot more interesting, probably a lot more wearable technology, and the type of technology that fascinates me in terms of being a connected doctor or connecting the patient is around technology that relies on low effort from the user. Particularly if we're working on patients who are not educated. It's what is the lowest effort that is required from me to deliver or to help you understand my clinical or treatment pathway a little bit more. So the type of examples actually are really interesting about what's happening in healthcare workers. So it'll be a project delivering information to maternal health solutions, educational efforts. So that's in the public sector. In the private sector, you'll find a lot of engagement around electronic health records and the integration of wearable technologies to input information. And there, in the private sector, we've got an insurer that's actually incentivizing the healthcare provider, the doctor, to use the technologies, which is really interesting. Tout ce travail d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, comme vous nous le dites, il se traduit de quelle manière concrète chez vous en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a des exemples d'éducation à la santé, je ne sais pas, dans les écoles très jeunes, comme ce qu'on peut voir dans le nord de l'Europe par exemple? Est-ce que ça passe par Internet? Est-ce que ça passe par des personnes physiques? Comment est-ce que vous vous organisez? I love the idea of train the trainer, and I do think that is a definite practice in the healthcare worker environment. And we've got pockets of excellence of mHealth projects that are in communities where healthcare workers are being trained, and in actual fact where there is content on how the healthcare worker deals with their own life when they get home. So that would be an example of managing the healthcare worker's stress. And the technology again is simple. It's simple USSD technology, so it's Q&A
Q&A, it's surveys, it's simple inputs of data collection. Yeah. La technologie n'est quelque chose de simple et n'est qu'un média finalement pour faire passer des choses. Est-ce que ça veut dire tout de même que les objets connectés ont amené des changements culturels cette fois-ci parmi le corps médical, parmi les soignants? I would say that the challenge in South Africa is perhaps the maturity of the healthcare providers themselves. We've got, with respect to the healthcare providers or doctors and practitioners, a lot more of a mature generation, and I think the excitement is actually in the academics, as you were suggesting. You know, a younger, a more digital native generation who are naturally using digital technologies anyway and are inherently understanding them. I think that is where we will see the ultimate change, is as people naturally adopt technology, and the easier it is, the more they'll use it in their practice themselves. And it's really interesting to me just being here, seeing how many healthcare practitioners, people working in the field have actually gone off and are developing solutions themselves. Dr Eric Wen nous disait tout à l'heure, vous nous dites, vous, de votre côté, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui utilise naturellement ces outils. On a entendu ici plusieurs fois en France, c'est compliqué, la nouvelle génération n'est pas formée aux choses. Et pourtant, on a des patients, les patients nous poussent, les patients aussi sont prêts. Est-ce qu'on a ce même effet qui peut apparaître en Afrique du Sud, où les patients poussent le corps médical à aller encore plus loin? I'd say it's definitely still early. I think that the maturity of the market, I mean, it depends so much on penetration of mobile devices into a market in the first place. And, you know, what we're seeing a lot of is what we would call convergence, where different industries are actually coming together to provide the solution. So whether it's the funding or whether it's looking at being a telco provider, it's really interesting looking at who's playing where to get access to that market and to provide solutions. So I think it's about the whole ecosystem coming together rather than just focusing on a patient who's expected to be mature. Une vision plus générale en fait du système. Absolutely. And I think I am a little bit of an idealist in that way, and protecting the interests of my clients. But if we have a look at some of the exact examples, there is one of our providers, telco providers, that is running 24 mHealth projects out of their business unit at the moment, and those are everything from machine-to-machine mHealth projects all the way through to patient engagement. But again, it's a very unsophisticated technology. You'll find the sophistication in the private sector. C'est intéressant de voir comment cette question d'observance est une question vraiment mondiale, mais qu'on voit selon les systèmes, surtout culturels, qu'on arrive quand même à des réponses différentes. Alors en parlant de différents systèmes culturels, je vous propose d'aller cette fois-ci à l'autre bout de la planète, pays du soleil levant, au Japon. On va peut-être rappeler en quelques mots quel est le système aujourd'hui de santé au Japon. Bon, vous avez entendu Dr Eric Wen nous parler du système en France. On a un autre système qu'a évoqué Gabriela Rosario en Afrique du Sud. Au Japon, qu'en est-il? Qui paye, grosso modo, et combien paye le patient pour avoir un système de santé? Okay, in Japan, we're going to pay 30% from the medical expense. The 70% is government pays. Et dans ce cadre-là, donc où effectivement on a un gouvernement, donc c'est assez semblable à un système qu'on va trouver ici, qui paye 70% à peu près des coûts. Est-ce que l'observance médicale est aujourd'hui un problème pour vous au Japon? Est-ce qu'on a des problèmes de personnes qui arrêtent de prendre leurs médicaments ou ne suivent pas un traitement, mais tout cela a un coût tout de même? I don't think so we have this kind of problem, compliance stuff, because the government also we have a law. Doctor never disclose any your information to outside. Also the hospital system as well. Qu'est-ce que vous pouvez essayer aujourd'hui de mettre en place pour améliorer avec la santé connectée les relations entre un docteur et ses patients? Ici, vous avez vu, on est dans un système où encore la majorité, on va chez son médecin, on a une relation physique dans son cabinet, et où la santé connectée est très marginale en termes d'usage.
Est-ce qu'au Japon, on est dans la même situation, pourtant dans un pays très très connecté comme le Japon, ou pas? Yes, Same. Take your microphone, Oh, please. same. I'm sorry. Same. はい。 Yes. Ah, okay. Yeah, show the video. It's okay. Alors voilà, on est venu, nos amis sont venus avec une vidéo justement d'instruments, d'applications qu'ils ont développées pour essayer de mieux relier les patients, les soignants, le personnel médical entre eux. On va tout de suite découvrir cette vidéo et vous allez pouvoir nous décrire ce que vous avez développé grâce à cette vidéo. Okay, thank you. Yeah, almost people have a smartphone now. For Japan, it's over 50%. Our software enabled to input their medical information on your device. Ambulance team would be able to know your medical information from your device. Also, the team enabled to send to information to doctors right away. It is possible to diagnosis and treatment and finally save our life and save our medical cost. This is a concept movie and we developed the software already developed our software and released in Japan. Est-ce que cet outil aujourd'hui est en phase de développement? Est-ce qu'il est au contraire massivement utilisé au Japon? Not yet. We just released it a couple months ago, but this application is free. So you can, download whatever is free on your device. Also, you can put your own data, medical data, as well as the, future. We are thinking it is just a unique concept. Also, we already filed a patent. If you shake your device, so front of the doctor tells what your, medical data, also information and the situation. Et est-ce que la possibilité, le fait de montrer ces données personnelles via son mobile à son docteur entraîne des changements importants de pratiques culturelles de la part des médecins? Right. Alors, quel type de changement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça change la pratique? Yeah, usually, and emergency patient come hospital, and I ask patient what do you feel or what do you do or some question, but some patient is bad consciousness, as don't say, but we get medical information from the patient smartphone. And for example, diabetes and low sugar and consciousness is bad, but we rapidly get the information from the patient device, and we inject the sugar or maybe recover the consciousness or save our life and save medical cost. Very good solution. Et est-ce que c'est une évidence pour les médecins, pour les soignants, d'adopter ce nouvel outil et ces nouvelles manières de faire? Est-ce que c'est facile pour eux? So maybe we have two ways. One is the stable. If you go to the hospital, you just talk to the doctor. Doctor needs tell from your situation. Then you can get some prescription. But also another case is the emergency. So emergency at that time you don't have any mind, but no one tells what you're who. Also what kind of situation, what kind of disease you had. So but if you have a smartphone with this solution, software, so doctor needs tell immediately what your also situation. Yeah, we save time for diagnosis and the treatment, and save our life and save medical cost. Very simple. Vous avez également développé un autre outil qui s'appelle MySOS. On va le voir en image, peut-être sur une première slide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement les différentes, un petit peu la manière dont est organisée l'interface de cet outil, comment il est utilisé à la fois par les soignants et par les malades?
Yes, and my SOS is a very simple software, and healthman and healthwoman, and put into the yourself information. For example, hypertension or hyperlipidemia or diabetes, and register it, and go to crowd, and sometime and go to the one patient and go to hospital using ambulance or without ambulance is okay, and medical doctor in the check, and smartphone. For example, drug, kind of drug, for example, hypertension drug or hyperlipidemia drug, and register it. Yeah, we check and from smartphone. And some patient is forgotten drug name, or but this software is don't forget. Very simple. Là, vous nous expliquez justement comment on utilise des datas, des données à la place de la voix. Ça veut dire quoi? Quel est ce concept que vous développez? On était sur voilà, la deuxième slide, si on peut nous la passer. Yes. Voilà. Yes, and this, sorry, this slide, sorry, it's very small. Yes, and this slide is, yes, yes, and this is GPS function. For example, some patient and okay, if I have, I'm in store and I get sick, but some around the people is no doctor usually, but this software is a call system and calls and around the doctor. For example, 50 meter or 100 and 300 meters, and patient calls the doctor directly, and some doctor and go to the patient and rapid treatment, for example, push the heart or good position and arrive at an ambulance. D'un point de vue culturel, au Japon, est-ce que l'on est sur des outils qui sont facilement acceptés par la population? Est-ce que dans sa majorité, la population japonaise accepte de mettre ses données sur mobile, accepte d'avoir des données qui sont envoyées? Est-ce que la population japonaise a confiance dans ces données, ou est-ce qu'elle se pose des questions sur la sécurité et l'utilisation de ces données? So, okay, in Japan, typically, doctor needs to tell your information, so by yourself. But this system depends on the patient. The patient needs to input your data, my data, whatever the recent. So also you can tell it's when they updated. It's too old. You don't have to, believe that kind of information. But the updated is, within 1 month. You can tell, oh, it's latest one. Et est-ce que une majorité de la population est aujourd'hui prête à adopter ce système, ou est-ce que seulement une petite minorité de la population souhaite adopter un tel système? So we just launched this application within 3 months ago, but we are collaborating with Japanese, one of the largest telecommunication company, which is NTT Docomo. They have tons of salesmen. Also, they have tons of advertisement power. Also, we have government, the power source, because this is absolutely reduce the medical cost. So we are using this kind of enhancement, not doing ourselves. Docteur Erikue, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous voyez ce qui est développé par les Japonais en ce moment? On est quelque part quand même sur les mêmes, les mêmes courants de pensée et de problématiques. Oui, mais culturellement, ils se posent un petit peu moins de questions que nous. Ils sont beaucoup plus cool. Ils sont moins torturés. Ouais, ils sont plus cool. C'est génial d'avoir des outils pareils. On se demande, on est bouffé par nos réglementations, nos régulations, et
on a l'impression que le patient est roi. Donc j'adhère. Donc demain, si je viens aussi avec mon mobile, que j'ai mis toutes mes données dessus, dire regardez, checker un peu ces données. Apparemment, le patient rentre ses données, elles lui appartiennent, il les partage. On demande que ça. C'est vraiment, c'est simple. Bon alors je me tourne vers Monsieur Knil, on est bouffé par la réglementation nous empêche d'avancer, il y en a beaucoup trop, on a des problèmes métaphysiques ici, regardez le Japon, regardez l'Afrique du Sud, on ne se pose pas toutes ces questions, on n'a pas tant que ça de boulet au pied. Je pense pas qu'on ne se pose pas ces questions-là, les questions de vie privée et de protection des données et de sécurité dans ces pays-là. Je pense que les règles sont un peu les mêmes et de toute façon il y a toujours la confidentialité de la donnée et la confidentialité entre le médecin et son patient sont très importantes et quoi qu'il arrive dans le monde il y a toujours cette prise de conscience de la confidentialité et la sécurité des données et surtout des données de santé. Est-ce qu'on n'a pas en France poussé le côté sécurité, aller à fond, un peu trop loin? On ne le pousse pas trop loin, on pousse toujours en mesure par rapport à un risque qui est probable. Et en tout cas, nous, ce qu'on demande à la CNIL, c'est de mettre en place des mesures de sécurité par rapport au risque qu'il peut y avoir sur le système d'information ou sur le traitement de données à caractère personnel. Et donc, en fonction de ce qui va pouvoir arriver sur le système, on va mettre la barre en bas ou un peu plus haut. En quoi est-ce que les objets connectés, pour vous, CNIL, viennent éventuellement changer la donne? C'est vrai que là, on a vu avoir des indicateurs cardiaques, des indicateurs de poids, des indicateurs de pas ou de chemin ou d'activité physique fait au quotidien. Est-ce que pour vous ça change quelque chose ou pas? Maintenant c'est vraiment ces métadonnées qui vous remontez. Ça génère beaucoup plus de données, donc il faut avoir une attention une forte attention sur ce qui va être fait avec ces données. Mais pour plus nous, qu'avant. Alors plus qu'avant, oui et non, il faut que l'utilisateur ait plus conscience de ce qui va être généré, qu'il comprenne ce qui va être fait. C'est aussi donc aux responsables de traitement, à ceux qui ont proposé ces applications, d'informer les patients et aux médecins qui vont prescrire ces applications. Donc c'est à lui d'informer les patients sur les dangers qu'il peut y avoir à rentrer des données ou à récupérer des données. Aussi, ça fait partie aussi de son rôle. Si jamais il peut y avoir un problème de confidentialité, de fuite de la donnée, c'est aussi aux professionnels de santé son rôle de s'assurer que la donnée médicale qu'il va partager avec son patient, de s'assurer que l'application ou le dispositif qui va être fourni respecte la loi et les règles de protection des données. C'est un travail que vous faites, Eric Ouest, ça vous interpelle ça, de dire que c'est au médecin aussi de prévenir son patient des risques à mettre des données sur un objet connecté ou sur un serveur? Oui, mais à partir du moment, là on parle de données médicales, les données médicales, tout dépend de l'objet. Moi je pars du principe qu'il faudrait demander aux patients qu'il ne soit pas connecté mais connectable. C'est-à-dire qu'en fait qu'on puisse lui donner le choix de partager ces informations. Quand vous achetez un téléphone, notamment un iPhone, vous avez une application santé qui est obligatoirement... Elle est d'office dessus. Elle est d'office dessus, il faudrait qu'on puisse juste loguer le truc en disant voilà, j'ai envie d'être connecté ou j'ai pas envie d'être connecté. Parce qu'en fait, quand vous achetez un objet, vous ne savez pas à quoi vous êtes connecté. Vous êtes connecté à une base de données dont vous ne savez pas. Si, par exemple, c'est un produit quelconque, vous avez soit les données vont chez Apple ou Google, vous ne savez pas. Par contre, si on est dans un écosystème où, alors je reviens sur mon écosystème 3.0, c'est le patient, le pharmacien, le médecin, l'infirmier et un dispositif médical qui est depuis l'élaboration, c'est-à-dire avec les sociétés savantes, le trajet qui passe obligatoirement par le pharmacien et l'hébergeur de données qui est agréé par le ministère de la Santé, on est dans un système qui est, on pourra me le dire, qui est obligatoirement protégé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir différencier entre quelqu'un qui achète un dispositif médical ou un objet connecté dans une grande surface, il est connecté au cloud de l'objet et non pas, il ne le sait pas forcément, donc il faudrait qu'il y ait cette notion de patient connectable, c'est qu'on puisse au moins le protéger, qu'on puisse, c'est pas tellement aux professionnels de santé, excusez-moi, ça nous fait encore nous charger encore la mule, on est déjà assez comme ça, si on doit en plus faire du conseil en communication et du conseil en protection, c'est aussi de savoir de quoi on parle, de quel objet on parle et dans quel système on parle. Plusieurs choses qui sont dites par le Dr Eric. Petit point, mais qui n'est pas qu'un détail. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur une célèbre marque à la pomme, pour ne pas la citer, on a une application santé qui est d'office sur le smartphone. Les données qui sont collectées par mon smartphone, au moins pour la France, elles vont où? Elles vont directement chez le fabricant américain? Alors les applications, certaines applications, dont l'application santé, disent en tout cas que les données vont être stockées sur le téléphone et qu'elles restent sur le téléphone. Alors après, tant que vous ne les partagez pas avec une autre application qui, elle,
pourra éventuellement les envoyer sur ses serveurs c'est à son rôle, à elle, qui va les récupérer pour vous fournir un service, éventuellement elle va le rajouter, de vous informer et d'assurer ensuite la sécurité des données qu'elle va rapatrier sur ses propres serveurs. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup de vérifications et c'est pas simple à comprendre pour le patient lambda. Est-ce que vous êtes sensible aussi à ce que dit le docteur Coué, en disant écoutez, nous, notre boulot c'est de soigner, on a déjà suffisamment à faire. Si on nous demande en plus à nous d'aller prévenir les patients qu'il y a des risques avec tel objet connecté sur la sécurité de ces données, ça sort de notre périmètre. Alors oui, effectivement, c'est pas le rôle du professionnel de santé de vérifier tout ce qui va être fait avec ces données-là, c'est plus le rôle de la CNIL justement, et c'est pour ça qu'on est là. On va vérifier que toutes les mesures de sécurité sont prises par les responsables de traitement pour que le service qu'il fournit fonctionne bien. Mais comme on l'a dit, il y a des objets connectés qui peuvent être connectés sur des serveurs, d'autres qui peuvent ne pas l'être, et ça, c'est le rôle de celui qui va peut-être le prescrire, d'informer de ce qui va peut-être être remonté sur des serveurs ou d'une société tierce ou directement sur l'ordinateur du professionnel de santé. Ouais, donc c'est le rôle de celui qui prescrit d'aller informer où vont les données de sécurité. À partir du moment où vous prescrivez un dispositif médical, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on est dans l'écosystème vertueux, c'est-à-dire qu'on est un dispositif médical, c'est comme un médicament, vous le prescrivez, vous donnez les effets secondaires, vous donnez les choses. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose le problème, c'est le dispositif médical qui est vendu au grand public et qui part dans la nature et dont on ne sait pas ce qu'il devient avec ces données. C'est surtout ça le problème. L'écosystème doit être fait. Le dispositif médical, avec son principe et puis son mode d'emploi, doit être distribué à la pharmacie avec un certain suivi, avec un écosystème qui doit être là. Et là, on n'aura pas de souci de données médicales. Donc c'est du médical, c'est en pharmacie, c'est pas en supermarché. Ah, c'est clair, oui, bien sûr. Adrien Rousseau, on peut rappeler un rappel de loi sur les 5 principes à respecter en matière de données de santé, au moins pour la France. Alors même de manière générale, pour tout traitement de données à caractère personnel, il y a 5 principes qu'il faut respecter. Le premier, c'est qu'il faut un principe de finalité. Lorsqu'on va récupérer de la donnée, lorsqu'on va proposer un service, il y a un service. Donc il faut une finalité, on ne va pas récupérer de la donnée juste pour la récupérer. Ensuite, il faut qu'il y ait une proportionnalité dans les données qui vont être récupérées. On ne va pas récupérer toutes les données qui sont accessibles par telle ou telle application ou par telle ou telle API. On va récupérer que ce qui est nécessaire pour le service. Ensuite, il faut bien savoir que même si on récupère des données, on ne va pas les conserver indéfiniment, donc il faut définir une durée de conservation. S'assurer que les personnes auront des droits sur leurs données, qu'elles peuvent y accéder, elles peuvent éventuellement les modifier ou les supprimer. Et enfin, que les données soient bien sécurisées, et notamment pour des données sensibles que sont les données de santé. Gabriela Rosario, est-ce qu'on a à peu près les mêmes règles qui existent aussi strictes en Afrique du Sud, ou est-ce qu'il y a un peu plus de souplesse? We've got something called PUPI, which is the protection of personal information, that has been in action and is being implemented, and it's highly regulated, and it's a very tough environment. I think it's all about what is the intent with the data. And I think it's actually a really tough play, because this poor patient, the patient is in the middle of deciding whether or not they buy a consumer device and wear that on their wrist, and what happens to that data. Plus, they've got their physician telling them to use a application that's been implemented and developed by the pharmaceutical company, and they're on that medication. Plus, they've got another online tool that some patient organization has developed. I mean, I just think of fragmentation and who's governing all of the collective data, and also the beauty of that is the beneficial outcome, that intelligence that's sitting there. If I put myself in the physician's shoes, what's really interesting to me is the validation of technologies in the clinical practice. Is the use of mobile apps, devices, the connectable patient, which is brilliant, is that having a clinical benefit, and who's not governing it? We don't need another FDA, we don't need another governing body, but who's actually presenting the validated results in a collective arrangement? That for me is a beneficial area of exploration. J'ai l'impression que chaque fois qu'on parle de santé connectée pour parler de l'observance, on finit toujours à un moment ou à un autre par
buter sur les histoires de sécurité, des histoires techniques, des histoires légales. Est-ce qu'à un moment, on ne s'éloigne pas quand même de ce que demandent les patients, ce que les patients sont capables de comprendre? Tout à l'heure, on avait une personne qui témoignait, qui a une maladie grave, auto-immune, et qui a besoin de marcher, entre autres, tous les jours pour assumer sa maladie. Elle a acheté elle-même, dans un supermarché, un objet connecté qui lui indique le nombre de pas qu'elle fait au quotidien. Elle s'en sert tout seule, elle n'envoie ses données à personne, mais elle s'en sert au moins pour se repérer si elle a, à son goût, suffisamment marché pour supporter sa maladie. On est loin de toutes ces pratiques de sécurité, de data center, d'analyse. On est là aussi sur des besoins tout simples du patient qui permettent une meilleure observance. Parce que marcher, l'hygiène de vie, c'est aussi du soin médical pour les patients. L'histoire de la protection des données de santé a complètement noyé le débat de la santé connectée depuis un an et demi. On a l'impression que tout le monde parle et personne n'agit. Et c'est vrai qu'on aurait pu se reconcentrer un petit peu sur le patient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient est impatient, il a des demandes, on a vraiment envie de travailler avec lui. Je discutais l'autre jour à Paris avec le président de l'association française des diabétiques qui m'a dit écoute, tu parles de Living Lab, mais nous, il y a longtemps qu'on a fait un Living Lab avec les patients, donc ils sont déjà demandeurs, ils sont prêts, et c'est vrai que nos discours un petit peu pompeux sur la sécurité, la donnée, le data, le big data, tous les data qu'on peut inventer, c'est très loin de ce qu'ils demandent. Je pense qu'on est au moment de l'expertise, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille maintenant au contact des patients, comme vous l'avez très bien dit, c'est l'expertise qui va montrer les usages de ces objets, et sans naviguer à vue, comme a dit Carlos et Fabrice ce matin, c'est commencer à industrialiser rapidement de telle manière à ce qu'on puisse vraiment parler de santé connectée en respectant les règles, mais pas trop de règles. Est-ce je me tourne vers nos invités japonais, est-ce qu'au Japon, on a ce même type de débat? Et finalement, avant de lancer des usages, on se pose la question de la sécurité, de l'utilisation des données, de la justesse de la mesure clinique ou pas, alors qu'il y a des patients qui sont prêts à aller beaucoup plus vite. Yeah. In Japan, it's very simple, and the government determines how to use medical information or data under law or guideline. And we follow the guideline, for example, and we must choose a kind of choice and security for VPN or and so on. And very simple. Beaucoup plus simple, nous dites-vous. Il y a un autre élément qui est très important lorsque l'on parle d'observance médicale. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé du médecin et des patients, mais l'élément aussi communication entre personnel soignant est primordial là-dedans. Vous avez développé au Japon, dans votre compagnie, des applications, des outils pour permettre une meilleure communication entre les médecins, les infirmières, le personnel paramédical qui vient s'occuper des personnes âgées, par exemple. Aujourd'hui, quels sont les résultats de cette application, de cet outil? Est-ce qu'on a derrière de meilleurs soins et une meilleure observance? Under research, and we need get from patient and letter, but sorry, in Japan is now is between doctor and doctor is no compliance is okay, but between patient and the doctor and the directory is maybe now don't allow. In the future, is change the law and between patient and the doctor is a directory. It's okay, but now is don't allow. Gabriella, est-ce qu'en Afrique du Sud, vous êtes aussi sur une problématique un peu similaire de développer la communication par de nouvelles applications entre personnel soignant et personnel paramédical pour arriver là aussi à une meilleure observance ou une meilleure éducation des personnes malades? I think the relationship between the patient and the doctor is incredibly private, and that is protected. Yeah, I think that's it. Donc il n'y a pas d'application. Au Japon, peut-être vous pouvez quand même nous décrire cette application, cet outil Internet que vous avez développé
et qui permet par exemple d'ajuster les plannings de personnels paramédicaux qui s'occupent de personnes malades ou de personnes âgées en fonction des informations qui vont revenir de ce patient, des changements d'emploi du temps, des changements de traitement médical, des retours à domicile. Et vous avez cet outil qui permet pour tous les professionnels d'ajuster leur planning et leurs actions. So in Japan, they typically, the doctor needs check the, healthcare record, electronic healthcare record. So to check the kind of the record, so you can access your own PC. So we use the gateway server typically to access your PC in doctor and doctor based on the patient agreement. So, but it takes a long time to access your PC. So at the time, patient already gone back home. So now we are using the smartphone so to get the shortcut to communicate, especially the emergency case. So you can get the right away the information on your device. But as a security standpoint, we have a three security based on the Japanese government law. Gabriela, vous vouliez intervenir, ensuite on donnera la parole au public. Thank you. Just a little bit more context there. I think that the challenge in South Africa is really interesting in that our hospital providers do not employ doctors. And essentially doctors are renting space from the hospital. So again, my word of fragmentation comes in. Where do you get a single view of the patient? Where do you get a holistic view? And maybe not in an emergency situation, because I think that information is naturally carried through the pathway of a patient in a crisis. But I think in the treatment of a chronic illness patient, how do you get a whole team of specialists or physicians into a room, essentially, a digital room, to get a holistic view? I think that's very challenging in our environment. Est-ce qu'on a déjà des essais, des tests, des tentatives sur cette manière de coordonner toute une action médicale et d'avoir une vue globale du patient? I don't know of any offhand, so I won't be able to quote anything, but what I do know is that we've got initiatives in place which are trying to, again, put the patient at the center of it. If the patient is in control of the information, then they can share it with whomever. And they can, as a patient myself with a rare disease, I'm able to allow access to any of my physicians, and they can get a view. So again, it comes down to my choice. If they want to discuss that amongst themselves, I'm giving them that permission.